Et si deux présidents égyptiens, qui semblent à des années-lumière l'un de l'autre, suivaient en fait exactement le même manuel stratégique? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Une connexion cachée qui pourrait bien changer notre regard sur la politique égyptienne actuelle. Alors, allons-y. D'un côté, Anwar el-Sadat, l'homme de la paix avec Israël. De l'autre, Abdel Fattah el-Sisi, le grand bâtisseur de la Nouvelle-Égypte. À première vue, on pourrait se dire qu'ils n'ont rien en commun. Pourtant, les sources qu'on analyse suggèrent quelque chose d'assez bluffant. Ils seraient tous les deux guidés par une seule et même logique stratégique. Pour comprendre ça, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se pencher sur l'énigme de ce lien. Ensuite, on va définir leur méthode de prédilection. Après, on verra comment ça se traduit sur le terrain, avec les infrastructures, puis au niveau diplomatique, et enfin, on se demandera si ça porte ses fruits. Attention, ici, on ne compare pas les personnalités, pas du tout. On parle plutôt d'un style de gouvernance, une approche basée sur le renseignement que la source appelle l'école des renards. C'est une manière de faire très fine, très calculée. En fait, l'idée, c'est que ce n'est pas un hasard. Ces deux dirigeants sont arrivés au pouvoir à des moments où l'Égypte était face à d'énormes dangers. Et c'est ce contexte de menace existentielle qui les aurait poussés à adopter cette même approche, prudente et calculatrice, pour assurer la survie de l'État. Alors c'est quoi concrètement cette méthode qu'ils partageraient? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la tromperie stratégique. Et c'est tout un art de construire une réalité alternative pour ses adversaires. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste du camouflage, c'est bien plus sophistiqué. Il s'agit de bâtir un monde de toutes pièces pour l'adversaire, un monde dans lequel il se sent en sécurité, pendant que, dans l'ombre, on avance ses pions. Et c'est là que la comparaison devient fascinante. Sadat a utilisé cette technique pour un seul événement majeur, la guerre de 1973. Il a fait croire à tout le monde que l'Égypte était incapable de se battre. La stratégie actuelle, elle, appliquerait cette même logique, mais à l'échelle de toute l'économie nationale. Cette petite phrase « nous sommes pauvres » qu'on entend souvent est présentée comme un des outils clés de cette tromperie moderne. L'objectif? Abaisser les attentes, détourner les regards et créer un écran de fumée parfait pour dissimuler des ambitions bien plus vastes. Maintenant, on quitte un peu la théorie pour voir comment cette stratégie se matérialise dans le béton et l'acier. On va voir comment de simples routes et de simples ports peuvent devenir des véritables instruments de puissance. Tous ces projets ne sont pas là que pour le confort. Selon l'analyse, il faut les voir comme des armes dans une guerre économique mondiale. Chaque port modernisé, chaque nouvelle ligne de train, c'est une pièce déplacée sur le grand échiquier géopolitique. Le but du jeu, c'est donc de gagner ce qu'on pourrait appeler la guerre des ports. Il s'agit de rendre la logistique égyptienne tellement indispensable que personne ne peut s'en passer. C'est une façon de contrer préventivement des projets rivaux, comme ce fameux corridor qui pourrait contourner l'Égypte, une véritable défense économique. Mais la stratégie ne s'arrête pas à l'économie. Elle s'étend aussi aux relations internationales à travers un concept assez nouveau qu'on appelle la diplomatie de l'armée. L'idée, ici, c'est de tisser une toile d'intérêts militaires et industriels tellement serrée que le conflit devient tout simplement impensable pour les autres acteurs. En obtenant par exemple le droit de fabriquer des armes avec ses partenaires, l'Égypte les lie à sa propre stabilité. C'est le cœur de cette approche, protéger ses gisements de gaz ou peser face à l'Éthiopie, non pas par la menace directe, mais en créant des dépendances stratégiques. Et ce changement de mentalité, qui passe du réactif au proactif, il ne sort pas de nulle part. Il est directement lié à une nouvelle formation stratégique, influencée par les académies militaires occidentales où le président Sisi a lui-même étudié. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que cette stratégie à haut risque a vraiment fonctionné? Eh bien, la source met en avant plusieurs crises mondiales récentes pour dire que oui, ça marche. Ces événements sont vus comme des preuves. La stabilité pendant le Covid, la capacité à gérer seule la crise de l'Evergiven, le rôle de médiateur dans le conflit à Gaza, tout ça montrerait que les investissements à long terme dans les infrastructures et l'indépendance stratégique commencent à payer, en protégeant le pays des chocs extérieurs. Bien sûr, pour construire tout ça, il a fallu des sommes colossales. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus critiquée de cette stratégie, la dette. Et là, il y a cette citation qui résume toute la pensée derrière ces stratégies. La dette n'est pas vue comme un échec, mais plutôt comme un investissement calculé pour la survie. C'est un risque financier qu'on prend pour éviter un risque existentiel, jugé bien plus grave. La question se pose donc comme un arbitrage. D'un côté, le risque financier de la dette, de l'autre, le risque, perçu comme bien plus grand, de perdre sa pertinence stratégique et de devenir vulnérable. Finalement, l'analyse nous ramène à l'idée de départ. On assisterait au même esprit stratégique, à cette fameuse école des renards, mais avec des outils différents adaptés à notre époque.
La stratégie risquée de Sadat, qui misait sur la guerre, est en quelque sorte réinventée aujourd'hui à l'échelle de l'économie et de la diplomatie. Et tout ça nous laisse avec une dernière question qui est peut-être la plus difficile. Si une stratégie est conçue pour porter ses fruits dans 10, 20 ou 30 ans, comment peut-on l'évaluer aujourd'hui, dans l'instant présent? C'est une interrogation assez vertigineuse.